Reprise du débat. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous discutons du projet de loi C-27 après son étude par le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. Ce projet de loi-là vise, d'après le gouvernement, à améliorer la transparence financière des Premières Nations. Je pense que je vais laisser de côté l'ironie de la situation de voir le gouvernement parler de transparence financière. Je pense que tout le monde a conscience du grotesque de la situation sans même commenter. Ce projet de loi est donc censé accroître la transparence financière des Premières Nations en rendant obligatoire la préparation et la divulgation de leurs états financiers et notamment les détails des rémunérations annuelles payées par la Première Nation et par toute entité contrôlée par la Première Nation à son chef et à chacun de ses conseillers dans le cadre de leurs activités professionnelles et personnelles. En plus de l'obligation de déclarer les salaires des chefs et des conseillers de bande, il rend obligatoire la divulgation de rapports de vérification complets et la publication de ces documents sur le site Web de la Première Nation pendant 10 ans. Il y a beaucoup de points dans ce projet de loi que l'on considère comme problématiques de ce côté de la Chambre et je pense que les collègues avant moi en ont fait un très bon résumé. C'est pour ça que je vais plutôt me concentrer sur l'aspect qui n'a pas trait non au contenu de ce projet de loi, mais au fardeau administratif qu'il représente pour beaucoup de communautés de Premières Nations. Premièrement, les conseils de bande fournissent déjà des états financiers annuels vérifiés, faisant partie des ententes avec le gouvernement. Qu'est-ce que le présent projet de loi veut faire en plus de ça? C'est rendre tout ça encore un peu plus compliqué. Selon les chiffres de la vérificatrice générale dans son rapport de 2006, en moyenne, une Première Nation doit produire 200 rapports par année. 200 rapports par année quand certaines communautés ont des populations avoisinant 1000 personnes, même moins que 1000 personnes, 800, 700 personnes. Déjà, en partant, quand on considère ça, il y a déjà, ça peut faire sourciller quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas encore assez de transparence, alors qu'on fait rédiger en moyenne 2 rapports par semaine aux communautés des Premières Nations, j'oserais suggérer au gouvernement qu'il faudrait peut-être repenser le système dans son ensemble. Ce serait plus utile et plus efficace que de rajouter un autre rapport par-dessus tout ça. J'ai regardé le discours de présentation de la députée de Saskatoon, Rose Stone-Biggar, qui avait présenté la version précédente de ce projet de loi lors de la dernière législature. Elle dit: les communautés déploient de très grands efforts pour que l'information soit communiquée aux membres de leur collectivité. Elles l'affichent sur les sites Internet de la collectivité, elles l'incluent dans des dépliants d'informations postés à tous les ménages et l'affichent aussi dans leur bureau. Donc, la députée est en train de nous dire que les chefs et les conseils de bande ont tout à fait conscience de l'importance de la transparence vis-à-vis des membres de leur communauté et que d'ailleurs, ils font déjà très bien sans qu'on ait besoin de leur rappeler avec un projet de loi humiliant et contraignant. Plusieurs témoins, dont John Paul, membre de la Première Nation Member 2, venu témoigner au comité, nous a également confirmé ça. Il a dit « La transparence et la divulgation de renseignements sont très importantes aux yeux de nos dirigeants. Depuis des décennies, nous divulguons intégralement les résultats de notre vérification comptable et nous avons récemment commencé à mettre sur notre site Internet les renseignements complets sur la rémunération de tous les membres du Conseil. » Juste un petit aparté. Qu'est-ce qu'on fait avec les communautés qui, comme dans mon coin, n'ont pas accès à Internet chez eux? Donc, on oblige à divulguer pendant 10 ans sur le site Web de la communauté quand il n'y a même pas accès à Internet dans cette communauté-là. Ça, c'est une autre question que je me pose en même temps. Je n'ai pas la réponse, mais bon. What do we learn from my conservative colleague who introduced the bill last Parliament? That Chief and First Nation elected official recognize the value in ensuring the action and decision of elected officials are clearly visible to all and to the community. They recognize that their citizens share a fundamental right to know how their money is being spent. In fact, several First Nations go to great lengths to make this information available to community members. So why is there a need for this humiliating and useless bill?
This bill finds its root and origin in the racist assumption that all First Nations are either corrupt or incompetent, and I reject both of those assumptions. We need to stop those assumptions for good. Les conseils de bande rendent déjà des comptes au gouvernement et ils communiquent bien aussi l'information avec leurs membres. Là, je me pose alors une question. Pourquoi on est en train de discuter de ce projet de loi? Parce que quelqu'un au gouvernement a décidé qu'un 201e rapport annuel, ce serait amusant? Dans le rapport de la vérificatrice générale de 2006, il était dit que 96 % des Premières Nations présentent leurs 200 rapports annuels à temps, sans aucun problème. Ils ne donnent lieu à aucun commentaire ni critique. Tout est beau. Seulement 1,7 % ont été mis en tutelle par le gouvernement pour des problèmes de gestion financière. Est-ce qu'on parle d'un problème de manque de transparence chronique de la part des Premières Nations? Non, bien au contraire. We can see, if we look at number and statistics, that there is nothing wrong with First Nation financial transparency. 96% of all First Nations in this country submit their audit on time without comments or criticism from the auditor. The lack of transparency is so minimal that it just wonder why we are discussing this bill. La vérité, c'est que tous ces rapports, qui ne sont pas, pour la plupart, même pas utilisés par les organisations fédérales, gagent du temps au Conseil des Premières Nations qui pourrait servir de ce temps pour répondre aux besoins de leur population. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de débattre sur l'utilité d'un 201e rapport annuel pour nos communautés. L'Abitibi-Témiscamingue compte 5 communautés autochtones de la nation algonquine, dont certaines sont considérées comme des modèles de saine gestion et des exemples à suivre en matière de développement. Je peux vous citer en exemple la bande des Abitibi-Winni de la réserve de Picogan près d'Amos. Le chef qui s'abiche et le conseil travaillent très fort pour assurer la prospérité et la pérennité de leur communauté. Ils ont d'ailleurs récemment signé une entente historique avec leurs voisins et une minière. Les Abitibi-Winni cheminent en travaillant de concert avec les acteurs de développement régional. Pour en venir à ça, il a fallu des années et des années d'apprentissage à se faire confiance mutuellement. Maintenant, le gouvernement cherche à attiser la méfiance et l'incompréhension. Nos communautés algonquines de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont rien à gagner d'une telle loi. A few other examples. Eagle Village from the Anishinaabe Nation, Chief Madeleine Paul and Air Band Council worked so hard to ensure a healthy and wealthy community to future generations. She has to deal with the opportunities brought by raw earth mining development and the danger having Lake Kipawa polluted if things are not being done properly. The Témiscamingue First Nation and a new chief, Terence McBride, are also striving to seek new partnerships for their development. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres priorités. Comme on l'a vu, la transparence financière des Premières Nations n'est pas à remettre en cause dans l'immense majorité des cas. La plupart ont conscience de la nécessité de transparence et le font déjà. Enfin, j'aimerais, comme la plupart de mes collègues qui ont pris la parole, souligner un point qui nous choque profondément: l'absence de consultation avec les Premières Nations pour ce projet de loi. Pour conclure, et en lien avec ce dernier point, mon discours, j'aimerais citer l'article 4 de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Et j'aimerais rappeler à tous mes honorables collègues qu'il valerait vraiment la peine d'aller visiter les communautés des Premières Nations pour se rendre compte à quel point ils sont transparents financièrement, à quel point on peut être fier de la gestion qui se fait dans ces communautés-là, et aussi à quel point les membres de la collectivité sont intéressés à savoir ce qui se passe. Il y a énormément de ces gens-là qui se rendent dans les réunions du conseil de bande pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe à leur argent, et si on fait le comparatif avec la participation au niveau des conseils de ville qu'on a dans nos villages, dans nos communautés non autochtones, je pense qu'on peut être fier de nos
nos communautés autochtones, les gens sont intéressés à savoir ce qu'ils font avec leur argent et les dirigeants de ces conseils-là le font avec diligence, donnent les renseignements complets et c'est totalement inutile de leur imposer un 201e rapport annuel alors qu'ils font déjà tout en leur mesure. Merci, Monsieur le Président. Bravo.